clé de la voix. La clé de la voix. Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix, de scientifiques et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre voix dans tous les sens du terme. Je suis Clémentine Coppolagne, créatrice de ce podcast, chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Ce qui m'intéresse, c'est la relation intime et unique que nous entretenons avec la voix. Si vous souhaitez en discuter avec moi au micro de la clé de la voix, contactez-moi sur les réseaux sociaux à Clémentine Coppolagne. C'est aussi l'endroit idéal pour suivre les coulisses du podcast. En vous abonnant, en laissant un commentaire et en attribuant des étoiles, vous augmentez la portée de ce podcast, tout en suscitant l'intérêt des artistes de renom que vous aimeriez écouter dans les prochains épisodes. En guise de remerciement, chaque mois, je tirerai au sort parmi les avis et l'un ou l'une d'entre vous recevra mon kit de souffle ou pourra faire une séance avec moi. Toutes les informations sont disponibles dans la description, ainsi qu'un lien pour télécharger 3 exercices gratuits. Et maintenant, faisons résonner la magie de la voix. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 4e saison en compagnie de Kevin Finel, l'expert le plus célèbre de l'art de l'hypnose. Dans cet épisode, vous découvrirez comment Kevin a lui-même exploré sa propre voix. Nous discutons de son accompagnement auprès d'artistes et de sportifs de haut niveau pour utiliser des états tels que le stress comme un moteur de créativité grâce à l'hypnose qui est un puissant outil de désinhibition pour éliminer tout jugement de soi. Nous aborderons ce qu'il perçoit de la voix, comment elle peut révéler des subtilités telles que les hésitations, les émotions sous-jacentes et les rires contenus, bien avant que les personnes en prennent conscience. Quelques séances d'hypnose viendront illustrer les propos de Kevin. J'espère que vous apprécierez autant que moi notre discussion sur la voix en tant que passerelle vers des états de conscience modifiés, ouvrant la porte à l'imaginaire et à la transformation. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Kevin. Bonjour Clémentine. Est-ce que tu veux bien nous partager l'un de tes premiers souvenirs marquants avec la voix? Écoute, celui qui me vient, je sais pas si c'est un des premiers, mais j'ai pris des cours de théâtre à une époque, et j'ai rencontré quelqu'un qui est un comédien, mais qui a fait énormément de doublage, qui s'appelle Jean Barnet, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. En fait, je lui ai fait une séance d'hypnose un jour, et il me dit « c'est super, mais tu respires pas ». Et du coup, il m'a appris à respirer. C'est quelqu'un qui m'a appris à conscientiser en fait que tout était une question de rythme, et que les mots n'avaient pas de force si on les respirait pas, si on les pensait pas avec la respiration. Tu avais quel âge? Je pense que j'avais 22 ou 23 ans. D'accord. Oui. Donc qu'est-ce qu'il t'a appris comme technique de respiration? C'est pas quelqu'un qui était dans la technique, c'était quelqu'un qui était dans le faire, et en fait c'était intéressant de le modéliser. En fait, il avait un petit bouquin sur lui avec des textes, un texte de théâtre. Et il a commencé à lire quelques strophes comme ça. Déjà j'avais les larmes aux yeux parce que c'était magnifique. Puis il me les a relus avec plusieurs intonations, plusieurs rythmes, les mêmes. Et il me disait, tu vois, c'est vraiment une question de respiration. Je voyais son ventre avec vraiment la pompe qui fonctionnait assez bien. Puis une maîtrise de sa voix qui était magnifique, c'était sa vie, sa voix en fait. Donc, et c'est toujours sa vie, sa voix. Pour la petite anecdote, on a travaillé une séance où je l'ai fait arrêter de fumer. Il avait peur qu'en arrêtant de fumer, il perde sa voix. C'était assez étonnant. Il avait une voix assez rauque. Ouais, c'est quelqu'un qui avait j'ai déjà 30-40 ans de carrière avec une voix très profonde, assez incroyable. Et il fumait 2 paquets par jour. Et il avait peur qu'il perde quelque chose. Et pour la petite anecdote, en fait, ça a été l'inverse. En arrêtant de fumer, il a même trouvé des subtilités dans sa voix qu'il n'avait pas avant. Donc c'était une vraie rencontre double autour de la voix quelque part. Parfois, j'ai la même crainte de certaines chanteuses de jazz qui ont des voix assez profondes. Et elles ont peur qu'en arrêtant de fumer, elles perdent ce grain et cette profondeur. Oui, j'imagine qu'il y a des gens qui ont cette peur-là, cette pensée-là, ouais. Oui, les avocats aussi parfois. Ah oui, d'accord. J'ajouterai un extrait de la voix de Jean Barnet pour qu'on puisse la découvrir ou la reconnaître. Une seule balle. Je te tire mon chapeau. Entre les jambes, on se comprend. Tu es l'une des voix emblématiques de l'hypnose en France. J'ai une partie de mes auditeurs qui sont très portés sur le développement personnel, qui exercent comme thérapeute, et une autre partie qui est essentiellement axée sur la voix, le travail vocal. Donc il y a probablement des auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu veux bien revenir un petit peu sur ton parcours précoce avec l'hypnose? Oui, bien sûr. Alors, ça peut être une longue histoire, mais en résumé, j'ai découvert l'hypnose quand j'étais vraiment tout jeune.
Déjà indirectement par la psychothérapie, avec un personnage qui m'a marqué quand j'étais enfant qui s'appelle Jacques Salomé, qui est très âgé maintenant. Mais, qui a fait beaucoup de livres. Qui a écrit beaucoup de livres, qui a fait beaucoup de bien à la démocratisation de certains principes de psychothérapie pour les rendre vraiment disponibles auprès du grand public. Il travaille beaucoup sur les relations. Et je me rappelle avoir vu une conférence de lui, parce que c'était juste à côté de chez moi, il y avait une foule devant une librairie où il donnait une conférence, et il venait signer des livres, et j'ai l'impression d'avoir eu un magicien. Lui aussi avait une voix, parce qu'il a eu un problème, maintenant il a du mal à parler, après un AVC, mais il avait une voix très très enchanteresse quelque part, avec un accent du sud très beau. Et au-delà de la voix, il y avait une présence qui était à la fois très très bienveillante, et en même temps il savait pousser les gens, quand il faisait des démonstrations, vers des parties d'eux-mêmes, avec à la fois beaucoup de sécurité et de la force. Et en fait pour moi c'était de la magie. C'était de la magie qui faisait du bien aux gens. Et je crois qu'à partir de là, mon rêve était de devenir un magicien. Donc je me suis formé à plein de choses, plein de techniques. Mais je suis toujours revenu à l'hypnose comme si c'était l'essence de tout ça. J'ai découvert plus tard qu'historiquement, c'était l'essence de la psychothérapie, l'hypnose. C'est même un hypnotiseur qui a inventé le mot. En tout cas, il y avait cette intuition-là qui avait une recherche sur les états de conscience pour travailler sur l'humain. Donc je me suis formé aussi à l'hypnose et puis à des techniques approchantes. Je me suis lancé très tôt, un peu naïvement. À 17 ans, j'ai ouvert mon cabinet, principalement pour faire du coaching d'étudiants sur l'apprentissage et mémoire, la confiance en soi, la préparation aux examens. Et puis ça s'est développé. J'ai commencé à donner des conférences, à créer l'Arche, qui est une école maintenant qui a 20 ans. Dans cette école, on transmet l'hypnose, on a essayé aussi de rendre l'hypnose beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus facile à transmettre. Donc on a un centre de recherche, on a une école qui est présente dans plusieurs pays, et c'est devenu la plus grande entreprise au monde qui parle d'hypnose. Moi j'en suis assez heureux parce que j'ai l'impression qu'on redonne des belles lettres de noblesse à cette discipline, qui est très belle. Et surtout, on la rend beaucoup plus scientifique et acceptable. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens connaissent l'hypnose de spectacle et ont de l'appréhension. Malheureusement, oui. Oui. C'est vrai que l'hypnose de spectacle donne pas envie. Ou des films comme Le Sortilège du Scorpion de Jade ou Did Again avec Kenneth Branagh. Et moi, je sais que j'avais vu ces films adolescentes. J'étais fascinée parce que mon oncle est passionné d'hypnose, mais en même temps, j'avais très très peur. Je me disais, mais si la personne prend l'ascendant sur moi... Le cinéma a beaucoup joué avec ça parce que c'est un mythe qui séduit quelque part. L'hypnose, on le voit dans les thèmes du vampire, on les voit dans les thèmes de la manipulation. Alors, chez Woody Allen, en effet, ça devient un film un peu drôle, mais quand même, il y a l'hypnose comme objet de fascination, avec l'idée qu'on pourrait faire n'importe quoi à quelqu'un. Alors évidemment, tout ça, c'est pas une emprise, l'hypnose. Mais c'est compliqué d'expliquer ça, parce que comme les gens n'ont comme référence que le spectacle, et que le spectacle donne cette impression-là, eh bien en fait, ça donne une impression qui est assez faussée. Mais il faut se rappeler que le spectacle, c'est pas l'hypnose, c'est de la magie, en fait. Les hypnotiseurs de spectacle, comme les mentalistes, ne sont pas des gens qui lisent dans les pensées ou qui prennent l'ascendant, sont juste des magiciens. Tout ça est mis en scène et truqué. Le problème, c'est qu'ils utilisent le mot hypnose, et donc du coup, ça donne une fausse impression. J'ai déjà abordé ce qu'était l'état de transe, l'état de conscience modifié dans plusieurs épisodes, avec notamment Hélène Tisman dans l'épisode 30 et Manon Ravel-Saladini dans l'épisode 58. Elles ont toutes les deux été formées par toi, ici même à l'Arche. Et je vais te poser une question que l'on doit te poser assez souvent. Comment la voix peut-elle nous mettre dans un état de conscience modifié ? Alors la voix, c'est l'un des ingrédients de l'hypnose, l'un des plus importants. L'hypnose, ce sont avant tout des techniques de communication. Donc c'est évidemment ce qu'on dit qui est important. Mais si c'est pas porté par une voix qui donne de la vérité à ce qu'on dit, qui donne envie, qui crée de l'écoute, qui attire l'attention, eh bien on pourrait utiliser les meilleurs mots possibles. En fait, ça ne donnerait pas grand-chose. Et si je fais un rapprochement avec le théâtre, on peut lire du Victor Hugo, si on le annonce, ça donne pas grand-chose non plus. Et il faudrait même quelquefois mieux lire un texte un peu banal, mais avec une voix qui donne envie, plutôt que l'inverse. Et donc c'est un ingrédient, c'est un élément important, parce que dans l'hypnose, peut-être encore plus que dans d'autres formes d'accompagnement, il ne reste que la voix. Les gens ont la plupart du temps les yeux fermés. Ils vont plonger dans une aventure intérieure. C'est vraiment un métier de conteur, quelque part, l'hypnose. Et la voix, c'est à la fois ce qui doit donner confiance. C'est hyper important, le rapport de confiance, pour s'abandonner à soi, en fait, pour rentrer en soi. Et c'est aussi ce qui doit capter, maintenir l'attention. Et aujourd'hui, on est tellement habitué à être stimulé, voire surstimulé, que rester pendant parfois 1 heure les yeux fermés avec juste quelqu'un qui nous écoute, si la voix n'est pas riche, si elle n'est pas porteuse, si elle n'est pas variée dans sa rythmique, dans sa manière de faire évoluer les mots, eh ben on s'ennuie et on décroche et du coup il n'y a plus d'hypnose. Lors de séances d'hypnose classique ou bien en hypnose conversationnelle, est-ce que tu veux bien nous expliquer comment le timbre de la voix, les intonations permettent de venir subtilement déstabiliser la construction habituelle de l'identité ? Alors c'est une question qui est assez complexe, il y a plusieurs paramètres dans cette question-là. Déjà, la première chose qu'on apprend quand on fait de l'hypnose, c'est à guider avec la voix. Déjà, à un niveau très basique, il y a énormément de personnes, je pense que tu le sais encore sans doute mieux que moi, mais il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas parler, qui rentrent leur voix. Et même des personnes pour qui c'est extrêmement intime la voix et qui du coup, quand on leur demande d'être entendu, c'est déjà assez complexe. Donc il y a déjà un travail personnel quelque part à faire par rapport à ça. Tu vois, quand il y a de la timidité, quand il y a des peurs, que ce soit la peur du jugement, la peur de pas bien faire,
qui a cadenassé un petit peu ce potentiel-là. Moi, c'est pour ça que je suis allée vers le chant. Je m'étais dit le théâtre ou le chant, mais il fallait quelque chose pour m'aider à vaincre ma timidité. Ouais, mais c'est génial de faire ça. Et tu vois, les gens qui viennent apprendre la thérapie, ils n'ont pas fait ce travail-là pour quasiment tous, à part quelques artistes, mais la plupart, en fait, ils viennent apprendre des techniques pour aider. Puis quand on leur dit, c'est la voix qui va être importante, c'est elle le véhicule de tout ce que vous allez dire. Il y en a, ils sont terrifiés les premiers jours. Ils se disent, il faut que je parle à quelqu'un qui a les yeux fermés. Donc on leur apprend à parler, on leur apprend des petites astuces, des petites techniques. Alors je peux en citer une ou deux comme ça, mais par exemple, on va leur apprendre à avoir une voix un peu plus englobante, au lieu d'avoir une voix percutante, par exemple, qui va être quelquefois un petit peu moins confortable à entendre. Plus timbrée. Donc, au niveau des résonateurs. Voilà, oui, à jouer avec la résonance, à jouer avec quelque chose qui vient être à la fois doux et enveloppant, quelque part. Comment est-ce que tu leur apprends ça? On passe par des techniques de respiration, par une conscientisation aussi de la voix, où est-ce qu'ils vont mettre leur intention au niveau de la voix, est-ce qu'ils la mettent au niveau de la gorge, est-ce qu'ils la mettent au niveau du nez. On leur fait bouger un petit peu les choses. Et puis c'est aussi du feedback, c'est aussi je teste. Donc il y a plein de petits exercices de lecture de quelques lignes avec plusieurs sensations différentes pour que l'autre ressente. Que ce soit proprioceptif aussi et mieux sentir où est-ce que le son dans le corps. Oui. Travail de la respiration, on va travailler sur les silences aussi. Puis après on va ajouter le travail sur les rythmes. Comment on va créer de la suspension, comment on va utiliser les accélérations, comment on va utiliser les ralentissements. Donc il y a vraiment l'idée que c'est de la musique aussi tout ça. Et qu'au bout d'un moment, ce qui va amener une personne à rentrer en elle, c'est quand elle est tellement guidée par les mots qu'en fait elle finit par oublier le sens même de ce qui est dit pour juste que certains mots touchent sa part inconsciente et touchent son imaginaire. Et c'est là que ça se rapproche du travail du conteur. On n'écoute plus un conteur, au bout d'un moment on est dans une histoire, et avec l'hypnose il doit se produire la même chose. Au niveau du travail sur le rythme, sur les silences... Très tôt dans les formations en hypnose on en parle, après on leur demande aussi d'avoir un travail personnel par rapport à ça. Et puis, il y a plein de moments, en fait, comme ils vont vraiment parler tous les jours dans une formation, ils vont faire vivre des expériences d'hypnose, régulièrement on leur fait prendre conscience de ça. Est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils disent? On fait un travail sur l'intention aussi. Comment on va porter une intention? Donc il y a un travail théâtral aussi d'une certaine façon. Donc on leur fait redire certaines phrases, on leur fait relire certains textes, jusqu'au moment où ils trouvent déjà leur voix. Souvent il y a l'idée de se réconcilier avec sa voix dans ce travail-là. Et puis aussi qu'ils commencent à sentir qu'est-ce que l'autre entend comme voix. Donc il y a là aussi des astuces qu'on leur donne, comme essayer de couper un petit peu les effets de résonance avec les mains pour essayer de se dire tiens c'est quoi que l'autre entend, s'enregistrer, se réécouter, ça semble vraiment important aussi. Et puis aussi là encore prendre du feedback de quelqu'un d'autre, c'est qu'est-ce que tu as ressenti. Et c'est à force aussi d'ajuster en fonction des retours qu'il y a quelque chose qui commence à se développer, qu'il y a une écoute qui commence à se développer. En fait c'est quand on fait de l'hypnose on doit être conscient de tout ce qu'on communique, par le non-verbal, par le visage, par la gestuelle, par le regard, par les petites intonations. Donc la voix fait partie de ce travail de prise de conscience, jusqu'au moment où je sais comment un mot va toucher l'autre, et comment une phrase va l'orienter dans son esprit, dans son imagination. Justement, comment? Pour moi, l'idée en hypnose, c'est que c'est souvent ce qui n'est pas dit qui est important. Au spectacle, souvent les demandes sont très directives. Ferme les yeux, concentre-toi, etc. En fait, ça marche pas, ce genre de choses. C'est pour ça que les hypnotiseurs de spectacle, en général, ne savent pas vraiment faire d'hypnose, parce qu'ils vont être très directifs pour les besoins d'un spectacle. Alors qu'en hypnose d'accompagnement, hypnose qu'on va vraiment pratiquer aussi bien dans la recherche, en médecine ou tout ça, c'est ce qui n'est pas dit qui va créer l'imagination. Donc souvent, on va avoir des structures de phrases déjà qui vont aider ça. Par exemple, des structures de phrases ouvertes. On va pas exactement terminer une phrase et on va faire en sorte que la personne complète. On va faire aussi beaucoup de suggestions pour que la voix commence à se mélanger tout doucement à la pensée. Quand on est dans un état hypnotique, au bout d'un moment, la voix qui nous guide, on a l'impression que ce sont nos pensées. Et donc il y a tout un travail aussi de synchronisation à la voix de l'autre pour que ça fonctionne. Donc je dois prendre conscience de ma voix, mais par exemple, si je suis avec quelqu'un qui a une voix qui est plutôt rapide, eh bien je vais accélérer un petit peu. Si quelqu'un a une voix qui est plutôt rentrée, je vais aussi rentrer un peu ma voix. Je vais commencer à me synchroniser sur le mode de fonctionnement de l'autre, pour qu'au bout d'un moment, ma voix lui semble être à peu près sa voix. Et s'il y a cet effet de synchronisation qui se crée, eh bien on a vraiment l'impression que ça nous parle de l'intérieur. Donc on va aussi faire tout un travail d'observation et d'adaptation à la manière dont l'autre fonctionne. Ça, j'avais remarqué avec Manon, qui est une élève de longue date. Je suis aussi devenue une de ses clientes. D'accord, ok. Donc elle m'a aussi souvent accompagnée, donc c'était en hypnose conversationnelle. Ouais, d'accord. Et je lui disais que moi qui ai fait une formation de sophrologue aussi pour accompagner certaines personnes qui venaient par rapport au trac, pas mal de chanteurs, c'était très codifié, on devait marquer sur tous nos scripts les pauses, le temps de respiration. Et elle me disait, nous non, on prenait jamais de notes pour vraiment se relier à la personne et être au plus près. Oui, exactement, oui. C'est vrai que c'est un vrai rapport humain aussi, tout ça. C'est une danse, en fait. Quand je dis une danse, c'est pas qu'on bouge, c'est que on essaie d'être en rythme avec l'autre, de se coller à sa manière de fonctionner. Pas seulement à la voix, du reste, mais les croyances qui sont prononcées, les mots qui sont employés, les émotions qui sont proposées. Tout ça, on va essayer de se mettre un peu en miroir de ça, pour qu'on soit à l'unisson, pour qu'on soit en accord avec la personne.
J'avais entendu dire que Milton Erickson disait qu'il fallait essayer d'aller au contraire à l'inverse de son débit naturel pour conduire une séance. Donc j'imagine une séance d'hypnose plutôt classique. Oui. Mais si on avait tendance à parler plutôt vite, de parler plutôt lentement, ou à l'inverse de parler plutôt lentement si on parlait plutôt vite. En fait, ce que disait Erickson, c'est qu'on doit juste s'adapter à l'autre, quelque part. D'accord. Après, ça demande déjà d'avoir vraiment conscience de sa ligne de base, c'est-à-dire de sa voix, de son rythme. Et puis ensuite, si on reste que dans ce que l'on fait, eh bien on peut être un peu éloigné de l'autre. Donc c'est là qu'on va chercher à se rapprocher, à s'adapter. Et c'est pour ça que quand on fait de l'hypnose, l'idée c'est d'être à l'aise avec différents rythmes et différents types d'intonation, pour pas être enfermé dans une seule et même façon de fonctionner. En fait, c'est rentrer dans le monde de l'autre, je dirais. Tu sais, c'est pour ça que je prenais l'exemple de la danse. Quand deux personnes dansent ensemble, elles sont au même rythme, elles sont bien accordées. C'est comme si on prolongeait l'autre quelque part, et l'autre nous prolonge aussi. Il y a une vraie rencontre quand on fait ça. Par rapport au contenu émotionnel des mots, comment l'appuyer, comment choisir les inductions? Sur la partie émotion, souvent ce qui va amener les gens à contacter leurs émotions, ce qui est une chose importante quand on travaille sur le changement, tout va passer, au niveau de la voix en tout cas, par le fait de déjà vivre l'émotion que la personne est censée vivre. Donc par exemple, si on va parler de colère, eh bien on va déjà mettre un peu de colère dans la voix. Si on sait que l'émotion ça va être de la tristesse, eh bien on va déjà teinter la voix d'un peu de tristesse. C'est là qu'il y a un côté acteur aussi. Si moi j'ai une émotion au moment où je guide l'autre, l'autre va s'autoriser à avoir cette émotion aussi. Alors nous, on va vivre qu'une petite partie, l'autre va vivre l'entièreté de son émotion, mais on lui ouvre la porte déjà pour lui dire c'est ok d'avoir des émotions, c'est permis, parce qu'en fait la plupart des gens ne s'autorisent pas à avoir des émotions, donc si on leur montre pas que nous-mêmes on y va, bah, ils n'osent pas y aller, ils ont peur de gêner, ou alors ils ont peur même de leur propre émotion, ça peut arriver. Et puis il y a le fait aussi d'accueillir, parce que si quelqu'un a besoin d'exprimer sa colère, mais qu'il a peur de nous mettre mal à l'aise avec sa colère, si on lui montre que nous-mêmes on est ok pour y aller un petit peu, et il va se dire, ok, cette personne, elle est capable d'accepter, elle est capable de me laisser me mettre dans cette colère que j'ai envie d'exprimer là. Et c'est vraiment libérateur pour les personnes. Donc tu parlais du théâtre, toi tu en as fait pendant combien de temps? Oh, pendant longtemps. Ça a été en plusieurs parties. Première partie, j'ai fait le cours Florent. Puis après un cours un peu plus privé, puis après j'ai travaillé avec des comédiens sur différents domaines. Donc ça a été assez varié, mais ça a été une bonne partie de ma vie en tout cas. Et est-ce que tu fais venir des comédiens, des acteurs, des profs de théâtre C'est arrivé, oui. Je t'évoquais tout à l'heure cette rencontre avec Jean Barnet, qui est depuis devenu un ami proche, et je le fais intervenir sur un certain module de formation pour juste travailler sur la sincérité. Et c'est assez magnifique comment en une journée, des personnes trouvent leur sincérité. Et c'est assez émouvant à chaque fois. Je n'ai pas vraiment fait de théâtre, je fais partie d'un collectif d'acteurs et d'artistes associés. Donc moi j'y suis en tant qu'artiste associée. J'aime beaucoup tout ce qui est en lien avec le corps, donc toutes les approches un peu somatiques liées au théâtre, comme le Tony, le Feldenkrais. Et pour chercher un peu de sincérité aussi dans les interprétations, pour pouvoir aussi le retransmettre. Mais après, le parler juste en tant qu'acteur, je trouve que c'est pas forcément donné à tout le monde, j'ai l'impression. Alors le métier d'acteur, c'est encore autre chose, parce que tu es censé parler juste avec les mots des autres. Mais il y a une étape qui est quand même plus simple, c'est de parler juste avec ses propres mots. Ça, c'est plus accessible pour tout le monde, je pense. Après, parler juste avec Racine ou Victor Hugo, faut un peu d'entraînement, faut quelques années d'entraînement. Et même avec quelques années d'entraînement, c'est pas simple. Et qu'est-ce qui leur fait travailler justement pour se connecter à sa propre sincérité? Alors, je pense qu'il y a vraiment une question de connaissance de soi. Mine de rien, moi c'est ce regard en tout cas que je porte sur le théâtre. Les cours de théâtre que j'ai pu faire étaient une vraie psychothérapie finalement. Alors le problème c'est que les profs de théâtre ou metteurs en scène, etc. sont pas formés à ça, donc ils le font de manière sauvage. Mais au fond, il y a un travail personnel qui est fort, parfois très confrontant, souvent beaucoup plus dur même que la psychothérapie, je trouve, parce que quand on est seul sur scène en face de tout le monde, eh bien il y a quand même un Après, il y a travail... le théâtre forum qui lie un peu les deux. Oui, il y a des personnes qui vont faire cette expérience-là aussi, en tout cas la proposer. Enfin voilà, en tout cas je trouve qu'il y a un travail personnel assez important quand on fait ça. Et pour moi, l'idée, ça a été dans mes formations en hypnose, d'aller prendre certains de ces éléments-là, et en cohérence, évidemment, avec le métier d'accompagnant. Donc, de travailler, par exemple, sur le corps. C'est quoi le corps du thérapeute, en fait? Comment il s'exprime? Comment ton corps ou mon corps vont forcément exprimer des choses différentes? C'est comprendre sa forme, et comprendre comment cette forme s'exprime. Après, c'est tout un travail sur la palette émotionnelle, parce qu'il y a des émotions avec lesquelles on est à l'aise ou pas à l'aise. Les apprentis comédiens le savent, en général, il y a des émotions où ils y vont, et puis il y a des émotions où ils freinent pour y aller. Et ben c'est sur celle-là qu'on va travailler. C'est encore plus important peut-être pour un thérapeute parce que, à la limite, un comédien pourrait très bien éviter certains rôles, un praticien pourrait pas éviter ses clients. Il sait pas sur quel client il va tomber. Donc il doit être à l'aise avec toute la palette émotionnelle. Donc on les fait travailler sur la colère, sur la frustration. Est-ce que tu penses qu'on peut prendre tout le monde ou est-ce qu'au contraire, parfois on sent que quelqu'un d'autre sera peut-être plus adapté? Alors on peut sentir ça, mais en théorie, si on travaille sur nous et qu'on est assez ouvert, les seules limites vont être les limites éthiques, à la limite, ou les limites médicales. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas formé pour, il va peut-être pas travailler avec une personne qui a un trauma complexe, par exemple. Mais si on met ça de côté, il n'y a aucune raison au niveau des personnalités, des gens qu'on va rencontrer, de ne pas travailler avec certaines personnes. On peut avoir des affinités. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler avec les enfants, il y a des gens qui n'aiment pas travailler sur la mort, il y a des gens qui n'aiment pas travailler sur la sexualité.
Mais en fait, quand on creuse un peu, c'est souvent des gens qui n'ont pas bossé sur eux à ce niveau-là. Donc je trouverais ça dommage, en tout cas, dans la palette d'un accompagnant, qu'il n'ait pas fait le travail qui lui permet d'accueillir toutes les dimensions des personnes qui sont en face. Parce que quand tu es en face de quelqu'un, il peut venir pour une problématique, mais tu sais pas à quoi ça va être lié. Si au bout de 3 séances, tu t'aperçois que c'est lié à un thème avec lequel tu n'es pas à l'aise, bah, tu as fait perdre du temps et de l'argent à quelqu'un. Et moi, je trouve ça pas éthique, là, pour le coup. Tu as suivi plus de 3000 personnes en accompagnement individuel. Comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure, l'accompagnement n'est plus ton activité principale, bien que tu continues de proposer des expériences hypnotiques en présentiel avec les cabinets publics et les voyages hypnotiques de l'Arche. J'aimerais savoir quelle importance apportes-tu à la voix des personnes qui viennent consulter et qu'entends-tu comme information consciente et inconsciente dans leur voix? Alors, c'est une des choses qu'on observe beaucoup. Souvent, en fait, quand on va commencer une séance d'hypnose, on échange avec les personnes. Avant de faire vivre un état d'hypnose, on va prendre de l'information sur des choses qu'on peut assez facilement imaginer. Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qui les a amenés là? Sur quoi ils ont déjà travaillé? Où est-ce que ça bloque? Quels sont les enjeux qui sont autour de ça? Et on va collecter plein d'informations. Mais comme on fait de l'hypnose, eh bien, on va se méfier un petit peu de l'information consciente, parce qu'elle peut être fausse, elle peut être illusoire, elle peut nous emmener dans plein de fausses directions. On va plutôt essayer de regarder l'information inconsciente, c'est-à-dire ce qui n'est pas dit, ce qui est bloqué, ce qui est évité. Non pas pour dire à la personne « Ah, vous évitez ça » ou « Là, il y a une émotion cachée », mais parce qu'on sait que ces ingrédients-là, on va les réutiliser dans la séance ensuite. Donc c'est surtout les petites hésitations qu'on va regarder. C'est les endroits où il y a une émotion qui a été réfrénée. C'est tous les endroits où la personne évite un peu la question. On sait que là, il y a des terrains qui peuvent être un peu sensibles. Et puis c'est les switches émotionnels aussi, quand il y a une émotion, puis qu'ensuite elle est remplacée par une autre. Donc par exemple, il y a un peu de gêne et hop, il y a un rire qui va arriver, ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que la voix va souvent annoncer ça avant que ça se produise. Parce que le corps exprime déjà une émotion avant même qu'elle soit conscientisée. Et donc il y a ce contre-mouvement, il y a les mouvements naturels, je laisse aller quelque chose, et puis dès que je me rends compte que c'est là, je viens freiner un peu, bloquer un peu. Donc voilà, ça pour nous, c'est vraiment les choses auxquelles on est très attentif. Et dans la voix en elle-même, est-ce que tu entends parfois quelque chose d'important? Oui, mais c'est dans ces moments-là, en fait, il y a des respirations rentrées, par exemple. Il y a des mots qui vont être moins bien prononcés. Il y a un accent mis sur quelque chose pour essayer de ne pas montrer un autre endroit, pour essayer de détourner l'attention. Tout ça, ce sont des manœuvres inconscientes. La plupart du temps, les gens font pas ça consciemment, parce que consciemment, ils sont venus pour changer. Donc, en faisant ça, ils nous mettent des bâtons dans les roues, entre guillemets. Que quelqu'un soit formé à ne pas se laisser avoir par ces petits leurres qui sinon vont freiner le travail. Par rapport au débit de parole, on parlait de la voix des personnes, que ce soit même chez les hypnothérapeutes que tu formes. Est-ce que tu as remarqué des gens qui ont tendance à parler plutôt vite, des gens qui ont tendance à parler plutôt lentement? Dans le podcast, j'ai remarqué que la plupart des artistes parlent très vite. D'accord, okay. Et que la plupart des coachs vocaux, des thérapeutes, des scientifiques ont tendance à parler assez lentement. Écoute, je sais pas, je pense que les métiers en tout cas où on s'adresse à quelqu'un, les pédagogues, donc dans les scientifiques, il y a beaucoup de gens qui donnent des cours, évidemment les personnes qui ont travaillé sur la voix, ils ont une conscience du rythme avec lequel on entend. Mais je pense que c'est une question de tempérament, d'imagination aussi. Les gens qui ont plutôt une imagination visuelle font un peu moins attention à la manière dont ils parlent, parce qu'ils pensent qu'ils vont forcément créer des images dans l'esprit des gens. Mais les personnes qui sont plus attentives à la voix et au rythme vont savoir en fait qu'il y a un débit qui permet d'accéder à l'information, et que parfois c'est intéressant d'accélérer, mais qu'en fait si on fait que des accélérations, si on parle trop vite, on décroche. On perd l'attention, on finit par être noyé sous un flot de mots, et puis il se passe plus grand-chose en quelque sorte. Il me semble que tous les métiers où on travaille sur la voix, on travaille sur le corps aussi. Et plus on va vers le corps, plus on va mettre de vie déjà dans ce qu'on dit, ça va être incarné. Et surtout, on va prendre le temps de dire les choses. On revient sur le métier du comédien, on peut apprendre un texte par cœur, et parfois dans le processus d'apprentissage, répéter vite, par exemple, un texte peut être intéressant, pour vraiment créer du naturel, de la spontanéité. Mais si on ne ralentit pas après le rythme, il n'y a pas d'incarnation dans ce qu'on dit. On récite. Et c'est souvent, là encore, ce sont les silences qui vont donner de la force à ce qu'on dit. En chant, cet exercice-là, parfois, quand on a du mal à s'approprier un morceau, de le chanter avec un tempo beaucoup plus lent et d'exagérer les nuances et au contraire de le faire de façon assez monocorde. Oui. Par exemple, prendre un petit texte et le lire 10 fois. En fait, en changeant les intonations, le rythme, la manière d'en parler, ce texte ne veut plus du tout dire la même chose. Je pense que là aussi, c'est quelque chose qu'on peut connaître. Si par exemple, on va voir 2 fois la même pièce de théâtre mais jouer différemment, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Et pourtant, c'est le même texte à la virgule près. Mais la plupart des gens sous-estiment la forme, pensent que le fond est important, alors qu'en fait, on va découvrir la forme en faisant ça. Et toi, personnellement, comment aimes-tu explorer la voix et le son? Ça dépend vraiment de la thématique. Pour moi, la voix doit faire un minimum rêver. J'ai tendance à considérer que l'hypnose est une forme de poésie. Alors, on ne fait pas des rimes et tout ça, mais j'essaie vraiment d'habiter l'hypnose comme si j'y mettais à chaque fois tout
tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est imaginaire. Mais selon les moments, il peut m'arriver par exemple de travailler beaucoup plus sur le silence, parfois d'aller plus vite aussi, parfois d'aller travailler sur les graves ou parfois d'aller vers quelque chose qui est plus léger aussi. Donc ça va vraiment dépendre de l'atmosphère, de la personne. J'ai tendance à pas rester dans quelque chose de très quotidien, donc à chaque fois de me donner une sorte de direction, de rythme par exemple, et de voir où ça amène. Ça peut être surprenant quelquefois. Il m'arrive de faire des petits accompagnements par exemple sur Instagram le matin pour faire découvrir aux gens. Oui, le mercredi matin. Oui, et quelquefois je me dis tiens, on va faire une expérience un petit peu sur le souffle, un petit peu comme s'il y avait un essoufflement par exemple, comme s'il y avait quelque chose d'urgent. Tu parles beaucoup avec une voix soufflée. C'est les cordes vocales qui ne s'accolent pas tout à fait. Oui. Donc ça peut être naturel, chez beaucoup de gens c'est naturel. Après on peut travailler sur l'accollement. En musique actuelle par exemple, où en voix parlée c'est quelque chose qu'on utilise, qui est plutôt valorisé, tandis qu'en chant lyrique c'est interdit. Ah oui, j'imagine, et donc je me demandais dans ton cas si c'était fait exprès. Parce qu'en publicité par exemple pour les femmes, j'ai d'ailleurs fait un épisode avec une chercheuse là-dessus, ils trouvent que les voix sont plus sensuelles et plaisent davantage. Avec donc on met beaucoup plus d'air quand on parle. Oui. Bah, c'est vrai que ça joue un petit peu. J'ai fait un peu de doublage pour m'amuser, comme ça j'ai fait quelques pubs. Et c'est vrai que c'est un peu caricatural, mais il y a toujours ce petit côté un peu rocailleux dans les voix qui leur fait plaisir quand on fait un peu de pub ou des choses comme ça. Je trouve ça plutôt joli, plutôt sympa. Donc ça peut être quelquefois volontaire, mais j'ai l'impression que j'ai des périodes aussi. Ça dépend un petit peu de l'envie, du moment, du rythme. De l'état émotionnel. De l'état émotionnel. Parfois, c'est aussi dû à ce que tu manges, à l'alimentation, à la fatigue. Ah, alors j'ai pas remarqué ça. Non, je pense que c'est le matin et je me dis, il faut un truc un peu... tu vois, je me dis, si je mets beaucoup d'air, par exemple, dans la voix, c'est un côté un peu plus, pour les gens qui se réveillent, c'est un peu plus doux. Alors que si je leur parle avec une voix un peu plus comme ça risque d'être un peu trop... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui peut être plus agressif le matin avec une voix comme ça, je pense. Ah, c'est très intéressant de voir qu'il y a quand même une intention par rapport à la couleur de la voix. Donc voilà, je m'amuse un peu avec ça. Après, le matin aussi, la voix est plus grave. Oui, en plus, oui. Oui, à 8h du matin, ça peut arriver avec la... ça dépend de ce qu'on a fait la veille au soir aussi. C'est sûr. En tout cas, si on a dormi, il y a plein de choses qui jouent. Puis quand on dort, la gorge, le larynx, eux aussi, ils se détendent. Oui. Ça va entraîner une détente des cordes vocales et ça va jouer sur leur fréquence de vibration. Et puis le corps aussi, il a son importance. C'est vrai que lui aussi se réveille. Donc beaucoup de choses font qu'on a une voix plus grave au réveil. Ah oui, c'est vrai, oui. Tu parlais d'explorer les graves. Est-ce que c'est un travail à force de pratiquer ou est-ce que tu t'es intéressé au fonctionnement du larynx? Écoute, pas trop. J'ai fait un tout petit peu de chant parce que j'ai fait le conservatoire quand j'étais enfant. En piano? Oui, piano, oui, mais on avait cours de solfège, un petit peu de chant, tout ça. Mais j'ai pas poussé beaucoup plus que ça. À l'époque, c'est pas forcément ce que j'aimais le plus. En plus, c'était... moi, je voulais jouer de la musique et chanter, ça me parlait pas. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça me parlerait beaucoup plus. Mais c'était un peu les cours de solfège, c'était un peu la corvée à l'époque pour moi. Oui, il y avait quelque chose d'un petit peu, il fallait avoir un niveau de solfège pour passer les niveaux d'instruments, donc je faisais le minimum pour ça. Mais du coup, non, sur le coup, c'était assez rébarbatif, donc ça m'a pas donné envie d'explorer plus, malheureusement, je pense, c'est vraiment dommage. Donc non, après, comme moi j'ai une voix plutôt grave, j'ai plutôt exploré ça. Je sais pas aujourd'hui, tu vois ce que ça donnerait en chant, mais à l'époque, j'avais une voix déjà assez basse. Et du coup, j'ai joué là-dessus, mais en formation, je vois des gens qui ont des voix très aiguës, et du coup, ils vont explorer autre chose. Il y a évidemment pas de normes pour hypnotiser. Ça serait un peu triste. Tu vois, je pense à des voix, quelquefois, d'hommes ou de femmes, beaucoup plus perchées. Et ça peut être très beau, ça peut être très rêveur, ça peut être... on va pas tous faire passer les mêmes émotions, en fait. Puis surtout, on va pas tous être sensibles aux mêmes voix. Oui, bien sûr, oui, c'est important, oui. Oui, je pense pas qu'il y ait de mauvaise voix, par exemple, pour l'hypnose. Je pense juste qu'il y a des gens, parfois, qui ne maîtrisent pas ou qui ne connaissent pas assez leur voix. Et du coup, c'est pas très intéressant à écouter. Mais même une voix qui nous paraît très particulière, bah, tu vois, par exemple, là, il y a une formation, il y a des personnes qui ont un accent assez fort. Voir des personnes pour qui ce n'est pas le français leur langue native. Et ben c'est magique en hypnose ça. Parce qu'un accent ça te fait voyager. Alors ils font des petites fautes de vocabulaire quelquefois, mais en fait on s'en fiche complètement. L'important c'est que t'es envoûté, t'es emporté dans leur imagination, dans leur monde. Et un petit accent espagnol ou un accent de pays de l'Est, enfin, ça donne un monde très différent en fait. Et je trouve ça très beau aussi. Qu'est-ce que ta voix dit de toi? Que laisse-t-elle transparaître? Ah, bah ça je saurais pas te dire. Faut demander à quelqu'un d'extérieur pour le coup. J'espère en tout cas qu'elle laisse... passer de la douceur et de la sécurité. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qui est le plus important dans mon métier. Ça, c'est une première couche. Et la deuxième couche, c'est d'aller quelquefois vers quelque chose qui est plus déstabilisant et joueur, parce que l'idée, c'est de faire changer les gens et que souvent, depuis la sécurité, on va leur faire vivre des expériences qui sont un peu plus confrontantes quelquefois. Donc j'espère que la voix est assez entraînante. Et puis après, sur les intonations ou sur les techniques qu'on va utiliser en hypnose, on va créer cette agréable déstabilisation dans certains cas. Est-ce que tu chauffes ta voix avant les journées de formation? Alors ça m'arrive de le faire. Si le matin je me réveille et que la voix est pas en place, ouais, ça m'arrive un petit peu de réciter un texte, de partir sur une poésie ou quelque chose comme ça. J'aime bien lire à haute voix en plus, je trouve ça toujours beau.
Ça doit être les restes du théâtre. J'ai l'impression que l'écrit n'est pas fait pour être lu dans la tête. Alors si on peut, évidemment, s'il y en a personne autour de soi et tout ça. Mais oui, j'aime bien ouvrir un livre de poésie, puis lire une poésie, par exemple. Ouais. Je vais la lire 2-3 fois, et puis après, ça va juste le temps de ressentir un peu les choses. Tout à l'heure, quand tu parlais de la façon dont tu explorais la voix, quand tu te connectes aux émotions que tu veux faire passer, tu parlais souvent aussi de poésie. Est-ce que tu as plutôt des images qui te viennent en tête? Comment ça se traduit pour toi, les émotions? Alors c'est marrant parce qu'avant, je crois que oui, j'étais très visuel, et je le suis de moins en moins. En fait, je trouve que le visuel a un sens qui est pas si intéressant que ça pour plein de choses. Je pense qu'il est vraiment très surcoté. Et du coup, j'ai énormément travaillé plutôt l'auditif et puis le ressenti, ce qui fait que j'ai de moins en moins d'images. Alors je peux avoir des images si j'en ai besoin, mais non, c'est vraiment quelque chose qui traverse le corps pour le coup. Pour moi, une émotion, c'est une vibration, c'est une sensation. Ça pourrait être une couleur, mais en fait, c'est vraiment très secondaire. Et une fois que ça vibre à l'intérieur, en fait, ça transparaît par la voix. Je discutais avec une sophrologue qui me disait qu'elle avait souvent mal à la gorge quand elle avait plusieurs jours d'intervention en entreprise et que souvent, à l'issue des journées de formation assez longues, elle n'avait plus de voix. Est-ce que tu donnes des conseils aux futurs hypnothérapeutes par rapport à l'utilisation de la voix? Puisque quand on a beaucoup de séances toute la journée, on n'arrête pas de parler. Et si on ne soutient pas forcément bien ou qu'on ne fait pas résonner la voix, on peut avoir assez vite mal à la gorge. Est-ce que tu fais intervenir des personnes par rapport à ça? Est-ce que tu leur proposes des stratégies? Pour moi, alors je ne connais pas cette personne-là, mais pour moi, souvent, quand il y a ça, c'est qu'il y a soit un problème de respiration, soit un problème de, sincérité dans la voix, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas sortir de manière si fluide que ça. Quand on sait qu'un petit bébé peut pleurer pendant des heures et qu'a priori ça lui casse pas la voix, c'est qu'il y a quelque chose qui est... Mais parce qu'il est très spontané, ce petit bébé, quand il pleure. Mobilise tout le corps. Et oui, et qui mobilise tout le corps. En formation, c'est vrai qu'au début, on a ça. Parfois, des gens qui nous disent « Waouh, après une séance d'1 heure, là, je sens que ma voix elle est un peu fatiguée ». Et du coup, quand il y a ça, on les questionne un peu sur comment ils se sentent et tout ça. On leur donne des petits conseils plutôt personnalisés. On a créé un petit stage qui est un petit peu sur le côté dans notre formation, qu'on appelle Hypnoclown. C'est une prof de clown qui vient le donner et qui fait aussi travailler vraiment sur ces questions-là aussi. Pour ceux qui ont un peu plus de mal avec ça, ce stage peut aussi les aider à trouver leur voie quelque part. Mais j'ai l'impression qu'en fait, naturellement, le fait de s'entraîner au quotidien en formation avec des petits conseils, plus le fait de travailler sur ses émotions, fait que de moins en moins les gens vont se cacher dans leur voix. Et il y a un moment où la voix va sortir. Après, en sophrologie, je ne sais pas pour cette personne, mais il y a souvent ce terpnos logos qui pour moi est très dur, qui en plus me semble de moins en moins... il a été créé pour des raisons logiques, mais en fait aujourd'hui elles sont plus si logiques que ça, parce qu'on comprend mieux comment ça fonctionne. Et je ne suis pas sûr que ça soit facile d'avoir cette voix monocorde pendant des heures. Enfin, j'aimerais pas en tout cas, je ne suis pas sûr que ma voix aimerait ça non plus. Donc c'est peut-être là que c'est différent si la sophrologie et l'hypnose, c'est que l'hypnose va être très variée. Donc on ne reste pas sur une même intonation, sur quelque chose de très continu. Après, il y a des cassures aussi en sophrologie. Ça peut, oui. C'est pour ça que là, je ne connais pas cette personne, mais j'ai l'impression que la sophrologie sort tout doucement de ce carcan du terpnos logos. Oui. Il y a de moins en moins de formations qui sont très formelles avec ça. Et je pense que ça aide, parce que c'est vrai que c'est juste pas naturel, en fait, de fonctionner comme ça. Est-ce que tu conseilles, par exemple, pour les personnes qui ont des formations en entreprise, devant plusieurs personnes, d'utiliser des micros ou pas forcément ? Moi, personnellement, sauf si j'ai vraiment pas le choix, c'est une très grande salle, j'aime pas utiliser le micro. Voilà, parfois on n'a pas trop le choix, évidemment, si on a une salle avec 500 personnes et puis que l'acoustique est pas bonne, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir un micro. Mais même le régler juste pour que ça soit un support, mais ça change quelque chose quand même, le micro. Tu vois, c'est intéressant, je suis en train de travailler sur un spectacle et je me pose un petit peu cette question-là, ça va évidemment dépendre des salles, parce qu'un micro peut permettre de chuchoter et puis d'être entendu, mais après, même là-dessus, en théâtre, il y a des techniques de chuchoter projeté qui permettent quand même d'être entendu assez loin. Et je trouve ça beau de pouvoir s'en passer, en fait. On a une maîtrise qui est quand même plus chouette. On peut quelquefois vraiment capter l'attention en baissant la voix. On peut repartir sur un truc plus fort pour casser un peu le rythme. On peut jouer, on peut créer de l'intimité. J'ai l'impression qu'on a une capacité de jouer avec le public qui est beaucoup plus forte si on n'est pas encombré par un micro dont on maîtrise pas tous les tenants, les aboutissants. On sait pas exactement comment c'est entendu là. La voix, au moins, on sait comment elle part. On sait à peu près comment elle est entendue si on la travaille. Enfin, je trouve que la liberté est plus grande. Je trouve aussi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal puisqu'à la base je viens du chant lyrique, donc il n'y avait pas de micro. Puis ensuite je suis allée plus vers la musique du monde et la musique actuelle. Et c'est vrai que d'avoir le micro, si on doit donner plus de voix d'un coup, il faut enlever le micro. Mais par contre, c'est vrai que ça permet après de chanter beaucoup plus doucement et de faire d'autres nuances. Mais c'est un élément extérieur. Je vois beaucoup de chanteurs qui ont du mal et qui prennent des tics au niveau de la mâchoire, au niveau du cou, parce qu'il y a le micro qui va gêner quand ils vont vouloir faire certaines nuances plus fortes. Exactement. Je me rappelle d'un exercice qu'on avait en théâtre, on devait dire « je t'aime » sur scène, comme si la personne était proche ou comme si elle était très très loin. Et c'était pas facile, parce que « je t'aime », normalement, c'est une parole intime. Et comment faire en sorte qu'à l'autre bout de la salle, la personne l'entende? C'est un super exercice, ça. Je pense que pour un conférencier, c'est un bon exercice. De mettre quelqu'un à l'autre bout de la salle, de lui dire « je t'aime » en créant de l'intimité alors que l'autre est à l'autre bout.
Ah oui, merci. Avec plaisir. Alors nous sommes à mi-chemin de notre conversation sur la voix. Nous allons écouter un extrait pour illustrer tes propos. Avant cela, je voudrais mentionner la plateforme Psychonautes, dont tu es le cofondateur avec Bruno Suras. Oui. Vous proposez de très nombreuses thématiques pour partir à la découverte de soi-même. Les auditeurs, auditrices peuvent tester à leur rythme pour apprendre progressivement l'auto-hypnose sur votre application. Et il y a aussi la chaîne YouTube Arche Formation, où vous mettez en ligne des vidéos très intéressantes en incluant des séances complètes des cabinets publics. Tu décryptes les techniques de confusion, les mécanismes, les jeux mentaux en expérience collective et aussi individuelle. Donc vraiment, je vous invite à découvrir l'intégralité sur YouTube pour bien percevoir l'évolution durant une soirée. Ou encore mieux, vous pouvez prendre vos places et y assister directement. Maintenant, place à une hypnose sur le thème de l'improvisation musicale à la demande d'un musicien qui cherche à améliorer ses capacités d'improvisation. Si vous n'êtes pas en train de conduire, je vous invite à fermer les yeux et à vous laisser guider par la voix de Kevin. On se retrouve juste après. Parce que la plupart des gens qui entendent au début une expérience d'hypnose ou qui la regardent, ça dépend, après on peut voir les deux, en fait souvent s'identifient à ce qui est en train de se passer. Du coup, ça donne la sensation que les mots qui même peuvent être pour quelqu'un d'autre finissent par être pour nous, et on commence à ce moment-là à partager l'expérience avec la personne. Alors, en général, quand on vit ça, on a le corps qui se fige un peu, on a les pensées qui sont un petit peu différentes aussi. Il y a une sorte de quelque chose qui vient se poser, comme ça venait fixer un peu l'attention, et quelquefois la sensation que c'est un peu confus, comme si on était à la fois présent et en même temps pas tout à fait complètement connecté à ce qui est en train de se passer. Parce qu'en fait, c'est une question de rythme aussi, tout ça. Déjà parce que les rythmes du corps changent. Quand on commence à rentrer dans l'hypnose, il y a vraiment pas mal de rythmes qui commencent à changer. On a l'impression d'avoir un temps un peu plus lent, pas forcément plus lent, mais comme si on prenait le temps d'assimiler l'information, comme si on prenait le temps de voir le trajet de l'information. Et ça donne quelque chose qui crée une sensation d'être un peu en retrait, comme si on regardait les choses à travers un regard un peu plus lointain, un petit peu plus décroché, un peu plus dissocié. Quelquefois, il y a des personnes elles sont là et on a l'impression qu'elles sont plus trop là en même temps. On ne sait jamais vraiment quand ça commence en fait. Hein. C'est ça. C'est ça. Et du coup, on ne sait pas non plus quand ça s'amplifie. Tout à fait. Après, il y a parfois des mouvements du corps dans cette expérience-là. Parfois, le corps commence à pencher un peu comme s'il y avait déjà sur l'axe, en fait, sur la manière de fonctionner, quelque chose qui était un peu différent d'habitude. Et ce qui est drôle, c'est qu'au niveau d'une main, par exemple, une main qui est posée là, c'est pour les droitiers de la transe, hein, ça c'est vraiment... quelquefois, il y a des petits micro-mouvements qui commencent à arriver aussi, qui font que cette main, c'est plus tout à fait une main très ordinaire. Ça commence à bouger un peu, à trembler un peu, comme s'il y avait des choses un peu bizarres qui se passaient dans cette main. J'ai juste une petite expérience comme ça. Alors, j'ai commencé avec cette main-là, parce qu'elle est plus proche. Juste une expérience comme ça, pour voir ce qui se passe. S'il y a des tremblements comme ça, des choses comme ça qui se passent, c'est toujours assez étrange. Parce que parfois, il y a de l'hypnose dans une main. Alors, de l'hypnose dans une main, ça donnerait, par exemple, imaginons qu'on dise, voilà, dans cette main, il y a de l'engourdissement. Ce serait très étrange qu'il y ait de l'engourdissement dans une main, mais par contre, si la main se rapproche du visage, l'engourdissement de la main se transmet au visage. On dit en hypnose qu'on met les gens en transe, et du coup, le mot transmettre prend toute sa signification. Et quand l'engourdissement commence à arriver au niveau du visage, parfois on a vraiment l'impression quelque chose qui se fige tout doucement. Parfois ça passe par paliers, on est dans l'expérience et on a l'impression de rentrer encore un peu plus dans l'expérience. C'est vraiment quelque chose qui s'improvise tout ça. Et en même temps ça se crée à partir de toi. À partir de ta focalisation, de tes impressions, de tes sensations. Alors à un moment donné, je vais juste toucher ton front et tu vas fermer les yeux. Et ressentir que tu rentres encore plus facilement dans cette expérience. Comme si c'était extrêmement confortable, extrêmement agréable de rentrer dans cette expérience. Une expérience dans laquelle ta partie inconsciente va être très, très présente et très à l'écoute. Toute cette partie-là qui compose, qui joue, qui improvise. Il y a tellement de choses dans notre quotidien qui sont gérées inconsciemment et qu'on fait sans y penser. Parfois, les yeux commencent à bouger derrière les paupières se mettent à trembler, les rythmes commencent à changer, des émotions commencent à circuler comme si tu te reconnectais à une partie très importante de toi, une partie qui d'habitude est en retrait. Mais là, tu l'invites à venir au premier plan. Parce que derrière cette expérience, il y a quelque chose que tu recherches.
Et tu es en train de l'accueillir tout doucement. Chaque chose qui passe, c'est comme une histoire, un morceau d'une histoire que tu es en train de recomposer dans cette expérience. Parfois on se connecte à ce qu'on recherche vraiment profondément. Cette part de toi, ça fait tellement longtemps qu'elle est là. Qu'elle écoute, qu'elle ressent, qu'elle apprend, qu'elle imagine. Alors j'aimerais demander à cette part qu'elle te montre ce que ça veut dire, cet état que tu recherches. Qu'est-ce qu'il est vraiment, cet état que tu recherches? Et qu'est-ce que ça voudrait dire de lâcher cette pression? Ça fait peut-être longtemps qu'elle est là, cette pression. Il y a une partie consciente, il y a une partie inconsciente. Plein de routines, plein de pensées, plein d'injonctions qui ont été posées. Les premières remontent sans doute très très loin dans l'histoire. L'état va encore s'approfondir. Et j'aimerais que tu te demandes qui est-ce que tu es quand ces injonctions, tu vas au-delà d'elles. Quand tu les oublies, quand tu les laisses de côté. Quand tu fais les choses pour toi. En lien avec toi. Et à quel endroit il y a quelque chose que tu pourrais déposer? À quel endroit il y a quelque chose qui n'a plus de sens et plus d'utilité? Ta part inconsciente va être encore plus présente dans cette main désormais, comme un symbole. Et j'aimerais qu'elle se connecte encore plus à toi, cette part-là, pour t'ouvrir la porte de tout ce qu'elle contient. Et au fur et à mesure où, à un niveau profond, tu vas commencer à relâcher des choses qui étaient stockées là depuis longtemps. Comme s'il y avait des phrases, des pensées, des émotions, des idées à évacuer. Je ne sais pas si tu as remarqué. Que même à un niveau physique, quelque chose vient s'apaiser. Parfois, il y a des vagues émotionnelles qui traversent. Des choses anciennes. Entendues, ressenties. Puis tout doucement, ça se dénoue à l'intérieur. Qui est-ce que tu peux être quand il n'y a plus tout ça? Commencer de jouer, d'improviser, quand il n'y a plus cette pression-là. Quand il n'y a plus cette envie de si bien faire, d'être toujours mieux. De faire toujours plus quand tout ça s'en va. Quand ta part inconsciente va commencer à t'amener vers ces sensations que tu as décrites tout à l'heure comme étant très belles, quelque chose de fluide, d'évident, alors cette main va commencer à redescendre. Et toi, tu vas avoir l'impression de te connecter complètement différemment à cet état. Comme si l'expérience hypnotique ouvrait la porte vers cet état de flow, comme si le fait de passer par cet état de conscience intermédiaire t'ouvrait un passage que tu vas comme
gravé en toi, intuitivement, pour retrouver cet état-là, pour t'y reconnecter quand tu en auras envie ou besoin, quand tu joueras. Dans cet état-là, il n'y aura plus aucune de ces pensées qui créent de la pression. Il y aura juste toi. Connecté à tout ce que tu es, à tout ce que tu fais, à tout ce que tu sais. D'une façon si naturelle et si fluide. Alors de nouvelles sensations commencent à arriver dans le corps, là, dès maintenant. Quelque chose qui ressemble à ce que tu recherches vraiment quand tu joues de la musique. Quelque chose qui existe derrière chaque moment où tu joues de la musique, comme si sa recherche profonde, ce qui fait que tu es allé dans cette direction-là, ce qui fait que ça te plaît, que ça te touche, ce qui fait qu'il y a eu cette aspiration, c'est comme si tu t'y reconnectais profondément. Tout ce qui est en toi vibre à cette idée. Toute la recherche, l'inspiration, tout ce qui fait que ça a du sens pour toi. Alors c'est une sensation très belle qui commence à naître. Quelque chose qui est beau au-delà des mots. Quelque chose qui est nourrissant, qui donne envie de vivre, d'explorer, de jouer. La respiration change. Et c'est comme y être déjà, c'est comme être dans cette expérience. Une fluidité, une liberté dans le corps, dans les mouvements, dans la respiration, dans les pensées. Et plus tu te connectes à cette expérience, et plus cette main redescend, comme si elle continuait ce trajet. Et d'autres émotions encore traversent. Et ces émotions grandissent et s'amplifient. Comme si tu étais connecté à ce qui est le plus essentiel, le plus important. Et j'aimerais que tu me dises, c'est comment ? Puissant. C'est puissant. Profite de cette expérience. Laisse-la grandir encore plus. Comme si tu laissais ton corps apprendre ce que ça veut dire, ce que c'est. Comme si tu retrouvais quelque chose que tu connaissais peut-être depuis très longtemps, mais qui avait juste été oublié. Quelque chose qui était là, derrière, à l'arrière-plan, et tout d'un coup, c'est là, visible, perceptible. Je ne sais pas jusqu'où tu peux le ressentir, à quel point ça peut encore vibrer, encore grandir. Mais il y a un moment où ça devient comme une totale évidence. Comme si tout était là. Alors peut-être que la prochaine musique sera inspirée de ça. Peut-être qu'à chaque fois, derrière chaque geste, chaque note, chaque rythme, chaque harmonie, il y aura ça. Et cette exploration continuera encore et encore. Parfois on trouve quelque chose dans ces états hypnotiques et on le ramène. On le ramène comme on ramènerait un savoir, un apprentissage. Un trésor trouvé dans une expérience imaginaire qui finit par se révéler dans la réalité. Et tout doucement, comme une sorte de transition, réel et imaginaire viennent se rencontrer. C'est être à la fois là, dans cette salle, et à la fois toujours en toi.
Être à la fois ici, sur ce tabouret, avec tes mains posées, avec ta respiration. Et déjà peut-être en train de jouer. C'est être dans plein d'endroits de ta vie et en même temps au présent. Parfois on est tellement bien dans ces expériences qu'on aimerait qu'elles durent éternellement. Et pourtant, c'est encore mieux quand on revient. Tu es chroniqueur à la télévision sur C8 dans Le Mag qui fait du bien. Tu es conférencier. Tu seras bientôt au Grand Rex. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Comment prépares-tu tes interventions, tes prises de parole? Ça dépend en fait, parce que chaque événement est un peu différent. Tu vois, sur le Grand Rex, ça va être vraiment un one-shot. Donc là, je pense que je vais quand même écrire à peu près ce que je vais dire. Après, je suis plus du genre à improviser, mais j'aime bien avoir une trame. Sur les grandes scènes, je trouve que c'est intéressant parce que tu le fais qu'une fois, donc c'est intéressant d'être assez précis. Quand c'est à la télévision, c'est une chronique hebdomadaire. En fait, comme c'est des sujets que je maîtrise bien, c'est-à-dire que je prends vraiment des sujets de thérapie, j'ai vraiment quelques points clés. Et puis après, c'est vraiment très spontané parce que je sais jamais quel temps je vais avoir. En plus, à la télé, on te dit 20 minutes avant, il reste 4 minutes, 3 minutes, 6 minutes. Donc c'est très... tu si t'écris, c'est terrible en fait. Donc il y a quelques idées clés. Et puis ensuite, ça dépend aussi si les invités sont réactifs, si on peut jouer un petit peu. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux être sans filet, mais savoir que s'il faut, on tient 10 minutes sur le thème. Tu parlais donc d'un spectacle à venir. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus ou est-ce que c'est encore trop tôt? C'est un petit peu tôt, mais peut-être dans les grandes lignes, tu sais, je disais tout à l'heure au début, j'ai vraiment pas fan des spectacles d'hypnose. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu quelque chose que j'ai trouvé, j'ai l'impression de voir toujours le même spectacle. Je vais voir des spectacles d'hypnose en me disant, tiens, et je suis sûr qu'on peut faire autre chose. On peut faire un spectacle où les gens qui vont sur scène ne sont pas là pour être ridicules, comme c'est souvent le cas. Ils sont là pour vivre une expérience que tout le monde aura envie de vivre. Donc ce qui en ferait un spectacle presque plus thérapeutique qu'un spectacle classique d'hypnose, ou peut-être plus un spectacle hypnotique. Un peu comme fait Bernard Weber. Oui, alors c'est plus de la méditation, je pense, que de l'hypnose, mais dans l'idée, en tout cas, il y a un voyage dans ce qu'il propose. Et je trouve ça très beau, parce que je crois que les gens ont envie de voyager, et que ces voyages, en plus, il m'avait invité sur les tout premiers spectacles qu'il avait donnés, je sais pas si c'est encore comme ça, mais les gens repartaient vraiment avec quelque chose qui était assez précieux de ces interventions. Ça, par exemple, je trouve ça beau. Ou je pense à Geoffrey Secco aussi, qui a créé les concerts sous hypnose. Alors pareil, on a travaillé un peu ensemble au début de cette aventure-là, et je trouve qu'il a vraiment créé un truc qui est complètement unique, une sorte de cérémonie chamanique avec du jazz, un truc assez fou, quoi. Et voilà, ça c'est des directions qui me plaisent, il faut de l'audace, quoi, pour faire ça. Ma forme sera plus théâtrale pour le coup. Et la grande thématique, ça sera celle des croyances. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans les croyances et comment l'hypnose peut nous libérer de certaines croyances. Alors justement, pour parler des croyances, donc tu nous disais que tu avais fait de la musique. Un petit peu, donc oui. Tu as vu, je pense, d'assez près le paradigme de la répétition et de l'effort, qui est très présent dans la musique, mais pas seulement, on le retrouve ailleurs, notamment dans le sport. Est-ce que tu aurais des pistes à nous donner pour aller chercher, grâce à l'hypnose, de la ressource là où elle est déjà disponible et peut-être pour alléger sa charge de travail ou revisiter les croyances en lien avec la répétition? Mais je pense que c'est vrai pour toute la scolarité. On nous dit qu'il faut répéter. Mais le problème, c'est qu'on ne nous apprend pas à mémoriser, on ne nous apprend pas à nous concentrer, on ne nous apprend pas à retrouver l'information qu'on a mémorisée. On nous apprend à vouloir faire bien, ce qui est terrible parce que c'est pas en voulant faire bien qu'on apprend. Au contraire, souvent on met de la pression. Oui. Et puis avec le recul, je pense que la musique est super mal apprise au conservatoire. Je crois que ça a beaucoup changé en plus. Mais j'ai ma fille qui a 7 ans qui est au conservatoire et ça dépend tellement des professeurs. Oui, dans le chant, tu dois sentir ça aussi, mais
Par exemple, moi, on faisait des dictées musicales, mais je déduisais par exemple la tonalité d'une dictée à la logique, ce qui est absurde. On m'a jamais fait travailler l'oreille. Donc je savais que c'était un fa dièse parce que ça collait avec la tonalité. Alors qu'il y a d'autres façons de faire, par les intervalles par exemple, ou alors par le ressenti. On va écouter la note et puis on va la fredonner tout doucement en bouche fermée. Et comme par l'exploration de la voix, on aura acquis une écoute de soi et de son corps, on va sentir où est-ce que le son de cette note que l'on reproduit va venir résonner. Est-ce que c'est dans le front? Est-ce que c'est au niveau des pommettes, par exemple? Et donc, en s'harmonisant à la note, en la ressentant, on va pouvoir la nommer. Oui. Et bien sûr, il y a des schémas qui existent avec la place idéale des notes par rapport au visage humain. C'est très variable. Ça va dépendre du corps de tout à chacun. Pour les personnes qui ont envie de faire ce travail, de nommer les notes, parce que c'est pas le cas de tout le monde, eh bien, en s'harmonisant avec cette note, en la ressentant, en général, ils apprécient parce que ça permet à chacun de devenir sa propre référence. Ça, c'est intéressant, même les intervalles. Moi, j'ai jamais appris les intervalles. Quand je vois des musiciens qui savent tout de suite reconnaître une quinte juste, etc., c'est tout de suite quelque chose qui est intéressant, parce qu'on s'en fiche que ça soit un do. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir mal appris la musique, et c'est un truc que j'aimerais bien redécouvrir. Par contre, là où je crois que l'hypnose peut vraiment aider, c'est dans le fait de se mettre dans un état de conscience modifié pour apprendre, ou pour jouer, ou pour chanter. Il y a plusieurs intérêts à ça. Déjà, le premier, c'est que ça désinhibe. Un état hypnotique, un état de conscience modifié, on arrête de se juger, et on vit ce qu'on vit. C'est un état de flow, en fait. Donc on est vraiment connecté à ce qu'on vit. Quand on met des gens en transe pour qu'ils jouent un morceau, par exemple, ils vibrent d'une émotion qui est beaucoup plus grande parce qu'ils sont complètement connectés à ce qu'ils font. Et on passe quasiment toujours par ça, par le fait qu'ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Ils sont surentraînés, quelque part. Mais la plupart sont dans la technicité et dans le fait de bien faire. Alors encore plus pour les sportifs parce qu'il y a des compétitions. Mais un musicien qui prépare une audition, par exemple, c'est souvent ça aussi. Il veut faire de son mieux, puis c'est normal, il passe une audition. Par contre, si on déconnecte de ça, qui est mental, et qu'on se dit, bon, cette personne, elle travaille depuis des semaines sur un morceau, en fait, elle le sait. À cet instant-là, il faut qu'elle vibre, il faut qu'elle donne vraiment ce qu'elle est. Et c'est sa couleur particulière, sa sensation particulière qui va être intéressante. Et d'amener les gens dans un état de flow, où ils vont pouvoir traverser ça, et véhiculer quelque chose qui est vraiment à eux, comme si ils intégraient vraiment ce qu'ils avaient appris et travaillé. Tout d'un coup, il y a un moment de grâce, en fait. Et je pense qu'avec l'hypnose, on peut vraiment s'approcher de ça beaucoup plus facilement. Après, on va travailler sur toutes les petites choses qui sont autour, parce que parfois, il y a des problématiques d'estime de soi. Parfois, il y a des pressions extérieures que les gens se mettent. C'est pour plaire, c'est pour arriver à quelque chose. Donc, on va travailler sur les enjeux personnels et systémiques. Et puis après, on va travailler sur le ressenti et sur le corps. Donc la voix, c'est un instrument vivant. Il n'y a pas cette mise à distance que peuvent avoir parfois les instrumentistes, même si eux, ils sont soumis aussi à la respiration. Ça joue beaucoup dans la façon de jouer, ou ils sont aussi peut-être, pour les pianistes, soumis au piano qu'ils vont découvrir le jour même. Oui, mais bon, oui. Les chanteurs, ils ont leur voix, et les orateurs aussi en permanence sur eux. J'ai beaucoup de chanteurs qui viennent parce qu'ils sont sujets au trac et ils veulent que je les accompagne dans la préparation mentale. Et le stress, c'est souvent lié, comme tu disais tout à l'heure, parfois à la pression extérieure ou aussi à l'envie de bien faire. Et il y a parfois aussi un écart douloureux entre là où en est la personne et là où elle voudrait en être. Et ça provoque de la somatisation, ça provoque des stratégies d'évitement et de l'autosabotage. Est-ce que tu veux bien nous donner des pistes pour libérer l'inconscient des programmes bloquant dans le subconscient? Et en fait, chaque personne se construit différemment. Je pense pas qu'il y ait de remède universel, mais dans les grandes pistes, je laisse de côté le travail parce qu'on part du principe que le travail est fait. Mais c'est important d'en parler quand même parce que je pense que arriver à un bon niveau dans à peu près tout, ça demande quand même beaucoup d'investissement. C'est sûr que surtout quand les conditions sont pas idéales. Si je reprends un exemple du théâtre, tu peux connaître ton texte chez toi sous la douche, quoi, mais sur scène c'est différent. C'est pas parce que tu le connais sous la douche que tu le connais sur scène. J'ai une très bonne mémoire et mes élèves, j'ai les paroles toujours sous les yeux. En 1 ou 2 fois, je connais leurs chansons par cœur. Oui. Et les miennes sur scène avec le track. Je crois qu'apprendre en mouvement est intéressant pour ça Oui. aussi. C'est apprendre en se déplaçant, apprendre en mettant des intentions dans ce qu'on fait. En déconcentrant la statique. personne aussi, en jouant avec Exactement. elle. Ouais. En hypnose, on passe par ça, on fait des transes debout parfois, et on demande aux gens de vivre les choses en bougeant, avec les mains qui bougent. Il y a des transes très belles comme ça qui se créent, où la personne sent que le corps vit dans son état de conscience, comme s'il y avait un courant qui le traversait. Souvent, le fait de spatialiser, ça peut aider aussi. Après, il y a vraiment aussi tout un travail sur ce qu'on appelle le dialogue intérieur, c'est-à-dire nos pensées, qui sont très encombrantes dans ces cas-là. Plus il y a de pensées, quelque part, moins la personne est avec elle. Elle va dans son mental, et du coup, elle oublie le reste, elle oublie son émotionnel, son instinctif. Donc vraiment, parvenir à un plus grand silence intérieur, c'est une clé pour beaucoup de personnes. Après, il y a tout le travail sur l'image de soi, aussi. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je crois que les autres voient de moi? Qu'est-ce que je crois que les autres attendent de moi? Qu'est-ce que moi-même j'attends de moi? C'est des questions hyper importantes à explorer, tout ça. Parce que ça prend de l'énergie, mine de rien. Et faire la paix avec ça, on a plus d'énergie disponible pour ce qu'on fait. Et puis je dirais qu'il y a encore un autre axe,
Vraiment le travail sur l'acceptation. Quoi qu'il arrive, c'est dans l'acceptation de ce qui se passe. Pas dans la lutte, mais vraiment dans l'acceptation. Et là aussi, c'est un travail qui est passionnant. Tu évoquais la plateforme Psychonautes, c'est une plateforme où on propose plein de thématiques d'exploration avec des outils d'hypnose. Donc dans ces thématiques-là, il y en a sur la créativité par exemple, pour comprendre, connaître et explorer, développer sa créativité. Il y a tout un thème sur tout ce qui est respiration et corps aussi, qui est vraiment une manière de se rapproprier son corps avec les états de conscience. C'est un côté un peu chamanique comme ça qui est très beau. J'ai beaucoup aimé parce que je suis praticienne en breathwork, donc oui, en plus, oui. Je trouvais que c'était très intéressant et j'ai aussi beaucoup aimé celle sur les peurs profondes. Ah oui, oui, bien sûr, oui. On va en mettre une là sur les peurs profondes, c'est un thème sur ce qu'on appelle les contraintes existentielles. Le simple fait d'exister nous soumet à des contraintes, par exemple le fait qu'on va mourir un jour. C'est une contrainte existentielle. Et c'est hyper intéressant de travailler là-dessus parce que ça nous semble loin comme ça, mais en fait ces contraintes-là, elles sont présentes dans plein de petites choses de notre vie. Et c'est relié aux peurs profondes, c'est toutes ces choses qui finissent par passer un peu sous le radar, parce que c'est à la fois normal, on a tous des peurs profondes, notre corps survit grâce à ces peurs quelque part, il se développe pour contrer des peurs, c'est même une racine à notre biologie. Mais en même temps, si on les explore pas, on en est un peu prisonnier quand même. Parce que soit on va éviter certaines choses, soit on va avoir du déni, enfin il y a plein de mécanismes psychologiques qui se mettent en place. Et dès qu'on est exposé, tout ça devient un peu plus fort. Parce que le simple fait d'être exposé, c'est un miroir grossissant, et donc dans tous ces métiers-là, il y a de l'exposition. Et donc ça ramène les gens dans des situations parfois d'inconfort, notamment de stress et tout ça. Et à la fois c'est normal, mais il faut pouvoir l'explorer pour se dire finalement le stress devient une force. Ça devient en fait un moteur. Parce que c'est beau, en fait c'est de l'adrénaline quand c'est bien vécu. Et ça peut devenir l'occasion d'aller créer quelque chose d'incroyable. Le plus touchant avec certains artistes, ou je pense aussi à certains sportifs de haut niveau, c'est qu'en fait c'est le jour où il y a un événement important qu'ils vont se sublimer. Et souvent parce qu'ils ont fait tout ce travail-là. Ce jour-là, en fait, ils sont prêts à ce que tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont appris, tout leur entraînement, toutes les heures qu'ils ont passées à développer leur art, ce jour-là, ça va être encore plus beau que d'habitude. Est-ce que toi, tu fais appel à un ancrage dans ces cas-là ou pas nécessairement ? Alors, on peut faire appel à des ancrages. Un ancrage, c'est une association d'idées, donc on peut créer des ancrages un peu automatisés qui font que la personne va avoir l'impression comme ça de créer un cheminement psychologique qu'elle va pouvoir reprendre, et on l'aura a priori tellement travaillé que ça va créer, tu sais, un peu comme une sorte d'ornière, en fait. La pensée va circuler dans cette ornière, et du coup, pour la personne, ça va canaliser. Donc ça fait partie de la palette d'outils qu'on va utiliser, oui. Si possible, quelque chose qui est aussi naturel que possible. Tu vois, si tu travailles avec, je sais pas moi, un violoniste, le simple fait d'ouvrir les clapets de son étui peut être un ancrage, à la fois sonore et kinesthésique. Le simple fait de saisir l'archet, l'instrument, le fait de sentir le bois, le fait de sentir tout ça, ça peut être un ancrage aussi. Le contact, le fait de poser le contact, le fait d'accorder. En fait, tu peux créer une suite d'ancrages qui font que chaque petit moment du rituel de préparation devient ce cheminement. Et par exemple, si le simple fait d'ouvrir l'étui amène à être dans sa bulle, si le simple fait de saisir l'archet, le contact avec cet archet, amène une sensation de sérénité créative, et puis qu'ensuite le fait d'accorder commence à raccorder aux émotions aussi. Enfin, tu vois, tu peux créer vraiment tout un processus qui fait que la personne est tellement entraînée à le vivre qu'au moment où ça arrive, même dans des conditions où il y a une salle pleine, où il y a une attente, où il y a peut-être un truc qui s'est pas passé comme prévu 5 minutes avant, quelles que soient les conditions, la personne se remet dans son mécanisme et elle est prête. Alors, il y a une question que je pose très souvent aux invités du podcast, donc il y a beaucoup d'artistes, c'est comment est-ce qu'ils se préparent avant de monter sur scène. Il y en a beaucoup qui font du yoga, il y en a qui s'isolent, il y en a qui font une méditation. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est respiration, que ce soit respiration du feu pour faire monter l'énergie ou alors de la cohérence cardiaque. Est-ce que toi, tu as des rituels ? Alors, j'en ai plus du tout. Enfin, j'en ai eu à certaines époques, mais là, ces dernières années, non. Parce qu'en fait, ce qui me procure le plus d'adrénaline, c'est d'arriver sur scène sans savoir ce que je vais dire. Et j'adore cette sensation. D'arriver devant le public, il y a les applaudissements, où il y a les lumières, il y a tout ça, et j'ai aucune idée de ce que je vais dire. J'aime bien cette sensation, tu vois, ça crée une sorte de petit stress. Alors, c'est là que le mot stress peut revêtir aussi des aspects assez positifs. Et je me dis juste que je dois me faire confiance. Et juste faire confiance en mon inconscient, quelque part. Donc j'ai enlevé tous les rituels, parce que sinon j'ai pas cette sensation-là. Si je sais ce que je vais dire, si je suis connecté à trop de choses, en fait, il y a trop de sécurité. Et en fait, je suis moins bon quand il y a trop de sécurité. C'est marrant. Ça, pour certaines personnes, c'est très euphorisant, puis j'imagine que pour d'autres, c'est vraiment cauchemardesque. Ça dépend vraiment. J'aurais pas commencé par ça, tu vois. Mais oui, avec le temps, tu vois, on parlait des cabines publiques, j'en fais tous les 15 jours depuis des années. Et je me rappelle que les premières fois, j'étais un petit peu stressé. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur raconter ? Les gens sont là pendant 2 heures, je vais leur parler d'hypnose. Qu'est-ce que je vais leur raconter ? J'ai rien écrit. Et c'était dur les premières fois, donc je me préparais des notes. Puis finalement, je les suivais pas souvent. Je me laissais porter par le public. Après, tu vois, c'est différent. Tu me parlais du Grand Rex tout à l'heure. Là, j'ai un temps limité, donc là, je vais écrire un petit peu quand même. Pas forcément les premières phrases, parce que c'est beau le moment du doute. Alors ça, c'est ma vision, peut-être aussi assez personnelle, mais j'ai l'impression que les gens qui maîtrisent trop leur art sur scène, il y a un truc qui fait factice. Surtout dans les domaines du développement personnel. T'as des gens qui arrivent, font « Ouais, salut !» Puis en fait, c'est des machines. Il n'y a plus d'émotion, il y a un truc un peu fait, quoi, un peu artificiel. Et j'aime pas trop ça. J'aime bien quand tu sens que la personne, en fait, elle est prête à se perdre avec toi. Et ça, c'est un vrai beau cadeau, c'est hyper intime, quelqu'un qui est prêt à se perdre avec toi. Moi, on arrive sur scène en disant, suivez-moi, je suis perdu, mais on va bien voir si on arrive quelque part. Et ça donne des beaux moments.
Oui, le côté spontané. Oui, oui. Est-ce que tu as remarqué un changement dans l'utilisation de ta voix au fur et à mesure de ton parcours? Ah, sans doute, oui. Tu sais, au début, alors moi j'aimais pas trop ma voix en plus au début, donc je pense que je la forçais un peu, je pense que j'essayais des trucs. Puis je te dis, au début, je m'avais pas appris à travailler sur la voix quand j'ai appris l'hypnose. Donc forcément, je suis parti dans des directions, tu vois, je testais en fait des choses. La rencontre dont je t'ai parlé tout à l'heure m'a fait beaucoup de bien par rapport à ça. Je parlais trop vite aussi. Ça m'arrive encore quelques fois, mais peut-être moins qu'avant. Alors moi, j'ai remarqué quand même que parfois, quand les gens parlent très lentement, ça génère beaucoup d'impatience. Alors ça peut, mais l'idée c'est pas de rester au même rythme longtemps en hypnose. Oui. Alors c'est sûr que si je te dis, concentre-toi sur ta respiration, prends une bonne respiration avec une voix un peu monocorde, comme ça tu vas vite t'ennuyer. Puis ça va être terrible, parce qu'au bout de 3 minutes, tu vas dire, ah, quand même, il se passe pas grand-chose, quoi. Mais oui, non, faut que si à un moment où, et... voilà, si à un moment t'accélères, que tu commences à parler un peu plus vite, puis qu'après tu respires, tu poses, d'un coup ça donne de l'importance aussi. C'est varié en fait. Pour moi, c'est vraiment de la variété. Tu vois, je pense à des comédiens comme Fabrice Lucchini, alors c'est un peu caricatural chez lui, mais t'as une variété qui fait que t'as pas 2 phrases qui se ressemblent. Peut-être sans aller jusque-là, parce que à part lui, il y a personne qui peut faire ça. Mais quand même, le type, il est capable de lire les plus grands auteurs sur scène, et ça marche, c'est quand même pas rien. Pour moi, c'est cette variété-là. Et quand on demande aux gens, mais c'est quoi les voix que vous aimez, souvent c'est des voix où il y a de la richesse. C'est pour ça que je suis pas fan de la sophrologie avec ce côté parfois trop monocorde. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Mon formateur me demandait vraiment de me caler sur ce qu'il faisait. Alors, je voulais bien faire, je voulais être bien notée, donc je le faisais, mais je le faisais à contre-cœur. Je me disais, mais c'est pas moi ce qu'il me demande. C'était une étape, en fait. Donc je l'ai fait. Il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes, mais c'était aller un peu contre ma nature. Je comprends, oui. En plus, pour moi, tu vois, là, je fais le parallèle avec la musique. Il y a des moments où t'es en majeur, il y a des moments où t'es en mineur, il y a des moments où t'es en binaire, il y a des moments où t'es en ternaire dans les rythmes. Il y a besoin de tout ça. Alors les gens vont pas l'écouter. Si tu mets un morceau de musique à quelqu'un qui connaît pas la musique, il va pas savoir pourquoi en fait c'était une belle expérience. Mais si après tu lui décodes qu'en fait, bah oui, là il y a un changement d'intonation, que là, par exemple, le rythme vient en contradiction avec peut-être l'intonation justement. Bah là c'est vrai que c'est intéressant, c'est là que tu mets des mots sur ce qui fait que bah t'as pu écouter quelqu'un pendant 1 heure et tu t'es pas ennuyé. C'est là qu'il y a de la technique. Et je pense qu'on la sous-estime en plus cette technique-là aussi. Puis après, il y a comment redevenir naturel une fois qu'on a la technique, ça c'est une autre étape. Oui, après moi je pense aussi que dans mon cas, comme je viens du chant et surtout du chant lyrique, en chant lyrique, on dit toujours au chanteur, c'est pas la même chose en jazz, mais on dit au chanteur, tu fais ce que tu veux. À moins qu'il y ait un chef d'orchestre, le chanteur choisit son tempo et l'accompagnateur s'adapte et les musiciens s'adaptent. Donc c'est vrai que... C'est bien d'avoir cette liberté. Alors, il y a une question que je pose toujours. Qui aimerais-tu que j'invite de ta part pour parler de son rapport à la voix ? Jean Bardet, dont je te parlais tout à l'heure. J'adore ce personnage. Il est beau en plus. Je pense à lui là comme ça spontanément parce qu'on en a parlé. Est-ce que je penserais à quelqu'un d'autre? Tiens, tu vois, dans les voix de gens qui sont pas thérapeutes parce que c'est pas son métier, mais à la frontière, il y a Jodorowsky par exemple qui a une voix assez incroyable. Bon, il a fait plein de choses. Il a été cinéaste, comédien. Il est assez connu pour le tarot en France, mais dans plein de pays, il est connu pour plein d'autres choses. Et c'est un personnage qui a une voix, je trouve aussi très très intéressante. Très bien. De toute façon, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour être un hypnothérapeute encore plus épanoui? Grande question. On a un centre de recherche. J'ai essayé de faire une métaphore en lien avec la musique. Tu sais, il y a cette idée que dans un son, avec les harmoniques, on va trouver la quinte, et puis ensuite la quinte, et ensuite la quinte. En tout cas, il y a ce philosophe scientifique de l'Antiquité qui a, à partir d'une note, découvert les 12 notes de musique. C'est Pythagore, les notes de musique? J'ai un doute, il me semble, ça sera vérifié par les auditeurs. Il a décomposé le son en 12 notes pour qu'on puisse créer toute la musique moderne. Et dans la recherche aujourd'hui, on fait un peu la même chose. On essaie de mieux décomposer la manière dont l'esprit fonctionne pour pouvoir composer des accompagnements hypnotiques et aider les gens à changer. Et c'est toute la mission qu'on se donne ici dans cette école, c'est de mieux décomposer le réel, l'imaginaire et la manière dont on se représente le monde pour qu'avec l'hypnose, on puisse aider les gens à recomposer leur vie et à changer. Pour continuer à m'épanouir dans ce métier-là, c'est encore mieux comprendre comment ça se décompose et encore mieux comprendre comment on compose. Je te souhaite de très belles avancées au niveau de la recherche et aussi de l'exploration des rêves. Oui, c'est un domaine qui me passionne. Je propose que nous terminions cet épisode avec une hypnose toujours extraite des cabinets publics pour illustrer le travail de flexibilité mentale sur les croyances identitaires. Pour aller plus loin, il y a tes livres qui sont disponibles en librairie, dont le dernier « Explorer les capacités de votre cerveau avec l'auto-hypnose ». Il y a la Dream Machine, la plateforme Psychonaute, l'Arche et le Mal qui fait du bien sur C8, en attendant le spectacle dans les salles que j'ai hâte de découvrir. À très bientôt, Kevin. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Travail sur la construction de l'identité. Ce serait une expérience à faire. Si spontanément, comme ça, on vous disait « mais qui es-tu vraiment ?» Je ne sais pas ce que vous pourriez répondre. C'est une question un peu déstabilisante parfois. Qui es-tu ? Alors parfois les gens donnent leur nom, leur prénom, mais ça ne donne pas grand-chose. Je mesure tant, je suis né à tel endroit, j'ai tel âge, ok.
Est-ce que c'est ça notre identité? Pas vraiment. Alors si on pousse les questionnements un peu plus loin, ça, je vous dis ça, c'est un questionnement que j'ai parfois avec mes clients, mais qui vous aide vraiment, si vous deviez vous définir, si vous deviez, en quelques phrases, montrer ce que vous êtes, pas ce que vous faites, hein, ce que vous êtes, parce que parfois les gens se définissent par un métier, pourquoi pas dans certains cas. Je pense qu'il y a des gens qui font tellement qu'un avec ce qu'ils font que ça peut devenir leur identité, mais c'est quand même pas la majorité des gens. Des gens qui vont se définir avec leurs valeurs, ce en quoi ils croient, ce qui a du sens pour eux. Je suis quelqu'un qui aime la liberté, je suis quelqu'un qui est fougueux, je suis quelqu'un qui est créatif, je suis quelqu'un qui est rêveur. Et bien, quand les gens vont commencer à sortir des phrases comme ça, ce qui est intéressant, c'est de leur demander d'où vient cette idée. Ben, on m'a dit quand j'étais petit. Ah bon? Ah, ma maman, elle m'a dit ça. Ah. À l'école, sur mon carnet de notes, c'était toujours marqué « peut mieux faire ». Je suis peut mieux faire. Il y a des gens qui se définissent comme ça. Ça vous fait rire, mais c'est terrible. Il y a vraiment des gens qui se définissent comme ça. Et quand on va essayer de retrouver la racine de ça, on va s'apercevoir que quelquefois, il y a des événements dans notre vie qui nous ont construits. Ou plutôt, on a laissé ces événements nous construire. Ce n'est pas toujours les événements les plus importants de notre vie qui nous ont construits, c'est ceux qui nous ont, pour plein de raisons, souvent incompréhensibles, plus marqués que d'autres. Vous voyez, il y a des gens qui ont vécu des choses vraiment très traumatisantes et ça n'a pas beaucoup agi sur leur vie. Puis parfois un truc anodin. Ah là, ça nous a marqué profondément. Ce qui serait intéressant parfois, c'est de retrouver la toute première fois où quelque chose nous a marqué. Vous savez, par exemple, on pourrait partir d'une émotion présente. Quelqu'un qui se dit « Tiens, moi j'ai de la culpabilité dans ma vie, je me sens coupable de plein de choses ». Ça serait intéressant de remonter à la toute première fois où il s'est senti coupable de quelque chose pour voir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Quelqu'un qui dit « Moi, j'ose pas m'affirmer, j'ai jamais réussi à m'affirmer ». Ça serait intéressant de remonter à la toute première fois de sa vie où s'affirmer a été une mise en danger. Où il a appris qu'il fallait pas, ou que c'était pas bien, ou que c'était dangereux, etc. Ce serait intéressant de remonter quelquefois à la toute première expérience, parce qu'à cet instant-là, peut-être que tout est possible encore. Alors tout est possible, c'est le passé, on pourrait se dire, mais peut-être qu'il y a un endroit dans notre corps, dans notre cerveau, dans notre identité, où c'est encore le présent, où ça se joue et ça se rejoue et ça se re-rejoue en permanence. Un endroit où c'est le même film qui passe en permanence. Je crois en tout cas qu'on a quelque chose comme ça en nous. Il me semble que ce n'est pas le passé qui nous définit, mais la manière dont le passé est rejoué à l'intérieur de nous en permanence. Alors je vais proposer de penser à quelque chose, on va faire une petite expérience, là encore de groupe, pour ceux qui veulent, pas sans obligation. On va revenir vers un moment spécial de votre vie. On pourrait imaginer, vous savez, l'avenir et le passé comme un chemin. On a ces métaphores-là parfois, vous savez, on dit quelquefois, tiens, l'avenir, il est devant, le passé, il est derrière. Ce sont des mots, mais ces mots représentent quelque chose. Par exemple, vous, le passé, vous le mettez où? Ouais, mais est-ce qu'il est pile poil derrière ou est-ce qu'il est un peu sur un côté, un peu de l'autre côté, un peu en haut, un peu en bas? Si vous deviez montrer la direction du passé, tous, ça serait par où? C'était où hier? C'est par là? Ah, il y en a pour qui c'est vers le bas, ouais, c'est intéressant. Il y en a pour qui ça monte, ok. Il y en a pour qui c'est pile poil derrière, il y en a pour qui c'est à droite ou à gauche, super. On pourrait se poser des questions comme ça, où est l'avenir par exemple, ça va où? Si quelqu'un vous arrête dans la rue et vous dit c'est vers où l'avenir, ça serait drôle comme... Là. Ok, toi c'est sur le côté, toi ça monte, ok, il y en a pour qui ça... Alors encore ça descend, ok. Il y en a pour qui c'est ouvert, ok, toi c'est vraiment sur le côté et puis ça monte, c'est super. C'est très métaphorique, hein, évidemment, tout ça. C'est une sorte de convention avec nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'on a comme une sorte de représentation du temps, parfois, comme quelque chose qui part dans un sens, qui repart dans l'autre sens. Et bien, si on pouvait se retourner sur ce chemin et faire face au passé, si on pouvait avancer dans cette direction, on pourrait remonter un peu le temps. Si on pouvait, vous savez, comme on pourrait arriver dans un pays et puis aller visiter quelque chose, si on pouvait suivre ce chemin pour aller retrouver quelque chose, peut-être qu'on pourrait arriver vers un endroit, vers un lieu, vers une ancienne version de nous-mêmes, pour qui il se passe quelque chose de vraiment décisif à cet instant-là. Je crois, par exemple, quelqu'un qui aurait, moi, je sais pas, 50 ans, et puis qui remonterait comme ça dans le temps, et puis qui remonterait peut-être à 10 ans. Peut-être que s'il voyait l'ancien lui, vous savez, qui a 10 ans, peut-être qu'il pourrait avoir envie de lui dire quelque chose. Ça vous est déjà arrivé de rêver comme ça, d'ouvrir une porte spatio-temporelle, de franchir des années, d'arriver vers un ancien vous et de lui dire « Hey, ne te prends pas la tête avec ça, c'est pas très important. » Ou alors « Ça, tu le lâches pas, jamais. » Vous savez qu'on pourrait peut-être influencer une ancienne version de nous-mêmes. Eh bien, on fait presque ça quelquefois dans l'accompagnement en hypnose. On amène les gens à retrouver cette ancienne version d'elle-même et puis de la libérer de quelque chose. Et étonnamment, en se racontant cette histoire-là, on termine une autre histoire à l'intérieur. On se libère de quelque chose. Alors pour ceux qui veulent, on va faire cette petite expérience un peu tous ensemble. Puis peut-être que ça donnera envie de quelqu'un de la continuer après avec moi. Donc pour ceux qui veulent, je vous invite à fermer les yeux.
Et puis je vais proposer quelques mots pour vous accompagner. Mais vous savez, quelquefois, vos propres mots peuvent venir renforcer ce que je vous propose. Je ne vous connais pas assez, quelquefois, pour choisir toujours les bons mots. Du coup, vous pouvez choisir vos propres mots et vos propres métaphores, vos propres symboles. Je vous ai proposé d'imaginer la direction du passé. Mentalement, imaginez que vous vous retournez en vous. Et puis il y a quelque chose très loin sur ce chemin, peut-être même très très loin, qui peut attirer votre attention. Vous savez, même dans un endroit très vaste et très sombre, on peut voir une lumière au loin, comme un phare qui peut attirer notre attention. En rentrant dans cette expérience, d'avoir l'impression de pouvoir naviguer dans le temps. Comme si le temps était une dimension spatiale qu'on pouvait parcourir par notre imagination. Le temps peut avoir une matière, une couleur. On peut se le représenter comme un espace qu'on parcourt. Un pas en avant, c'est peut-être quelques mois déjà, ou peut-être même une année, ou plus. Un souvenir revient parfois, et c'est le présent, on y est. Je me demande à quoi vous pensez. Qu'est-ce que vous ressentez? Et c'est comme une invitation à rentrer dans une forme d'introspection, à plonger à l'intérieur de vous-même, à plonger dans vos représentations, dans vos idées, dans vos pensées profondes. À plonger dans le corps, dans les sensations plus précises qu'on a quand on ferme les yeux pour plonger à l'intérieur de soi. Il y a des moments où on oublie le monde, on oublie la réalité. On oublie l'espace où on est. On vit ça chaque nuit finalement. Notre corps est allongé quelque part et puis on rêve. Et d'un rêve à l'autre, on passe par des paysages, des rencontres. On s'en souviendra pas souvent. On vit des choses essentielles et pourtant on sait qu'on va les oublier à peine réveillés. Je me demande comment notre inconscient, qui lui se rappelle de tout ça, vit le moment où on va oublier nos rêves. Le moment où lui a existé nous a fait vivre des choses. Le temps passe, défile à l'envers. On régresse, on repart. Encore un peu plus loin. Il peut y avoir quelque chose devant, un peu plus devant encore, très loin peut-être. Encore un pas. Le corps est différent. Les pensées sont différentes, on ne sait pas encore tout ce qu'on sait. Et on ne sait pas encore ce qu'on va apprendre plus tard. Des années défilent encore. Je me demande combien, et je me demande si au loin vous voyez cette ancienne version de vous-même, quel âge elle a? Chaque pas vous en rapproche. Peut-être que pour certains c'est l'enfance, l'adolescence. Peut-être que pour certains c'est un peu plus récent ou un peu plus loin. Le temps défile. Le temps est un chemin et puis on peut s'amuser à faire un peu de hors-piste quelquefois, on peut s'amuser à le suivre, on peut s'amuser à retourner vers un endroit. Cet endroit peut vous attirer comme un aimant qui vous fait dire que c'est là qu'il se passe quelque chose. Il y a un jour, un lieu, où une expérience importante a agi sur vous. Et si vous pouvez aller rencontrer celui ou celle que vous étiez à cet instant-là, peut-être qu'il y a quelque chose d'important à lui dire, à lui faire ressentir. Quelque chose que vous auriez aimé, vous, à ce moment-là, vivre ou ressentir. Quelque chose que vous aimeriez éprouver ou retrouver. Vous pouvez vous approcher de cette ancienne version de vous-même. Et vous savez ce qu'il ou elle ressent, ce qu'il ou elle attend. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Peut-être que vous avez envie d'aller lui parler, d'aller lui raconter quelque chose. Peut-être que vous avez envie de l'écouter. Parce que vous savez qu'à cette époque-là, vous auriez peut-être eu envie d'être écouté. Peut-être autre chose encore. Peut-être quelque chose qui peut commencer ici, peut-être quelque chose qui continuera plus tard. Ce que vous pouvez donner à cet instant-là,
transmettre. Ça peut passer par des mots, ça peut passer par un geste, ça peut passer par un contact. Ça peut passer par un regard. Peut-être tout à la fois. Quand cette rencontre se produit, demandez-vous, qu'est-ce que ça change à l'intérieur ? Il suffit parfois d'un geste ou d'un mot. Ça crée un léger décalage, une différence, une sensation nouvelle. Une émotion si particulière, comme une graine qu'on pose quelque part et qui va pouvoir se développer. Quelque chose de nouveau. Je me demande qu'est-ce que vit cette ancienne version de vous-même quand vous faites ça ? Qu'est-ce que ça lui procure ? Qu'est-ce que ça lui donne ? Qu'est-ce que ça lui offre ? Alors, si vous le sentez, si ça vous paraît juste, avec ce qui vient de se passer, devenez cette ancienne version de vous-même, comme si vous pouviez fusionner avec elle, comme si vous pouviez rentrer dans ce qu'elle est à cet instant-là, avec ce que vous venez de lui offrir, avec cette petite différence en plus, avec ce changement. Et à partir de là, vous allez pouvoir avancer dans le bon sens du temps. Avancer avec quelque chose qui est un peu différent de ce qu'il y avait avant. Grandir. Avec quelque chose que vous avez trouvé, qui va pouvoir s'épanouir à l'intérieur, avec quelque chose qui va prendre de la place, qui va se transmettre, étape de vie après étape de vie. Produire quelque chose, pousser. Expérience après expérience. Le temps passe dans le bon sens. Les années défilent. Le corps grandit, les pensées se forment, les expériences se multiplient. Les années passent. Vous parcourez ce chemin jusqu'à un endroit que vous appelez le présent. Dans une pièce, les yeux fermés. La clé de la voix. J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant Clémentine Coppolagne ainsi qu'en taguant Kevin Finel. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté La Clé de la Voix. À très vite pour un nouvel épisode.